Bonjour à tous et bienvenue au JT du Coin, l'émission qui récapitule les actus crypto récentes. Cette semaine a été particulièrement tumultueuse pour les marchés suite aux déclarations successives de Donald Trump et on a même assisté à des mouvements de panique qui n'auraient jamais été possibles il y a quelques décennies, à l'époque où les médias sociaux n'existaient pas. Le 7 avril, un compte Twitter intitulé Walter Bloomberg, mais qui n'a aucun lien avec le célèbre média Bloomberg, a publié un message selon lequel Trump réfléchirait à mettre ses droits de douane en pause pendant 90 jours. L'information provenait de Reuters, qu'il a tiré de CNBC, qui avait commis une erreur. Et Reuters s'est vite rétracté. Mais dès que Walter Bloomberg a publié son message, il était trop tard. L'info s'est répandue comme une traînée de poudre et le marché qui avait énormément baissé auparavant est quasi instantanément remonté à ses niveaux précédents. Presque 3000 milliards de capitalisation de la bourse américaine sont réapparus puis ont redisparu juste à cause d'une publication erronée par un grand média qui a été republiée par un anonyme sur Twitter. Mais le plus surprenant, c'est qu'alors que la Maison-Blanche a immédiatement nié cette idée de faire une pause de 90 jours, ce qui a provoqué cette rechute, 2 jours après, Trump a dit sur Truth Social que c'était le moment d'acheter, et quelques heures après ce message, il a annoncé une pause de 90 jours. Et les marchés ont accueilli cette information authentique avec encore plus d'enthousiasme que le faux message d'avant, bien que certains se posent désormais la question de s'il ne s'agirait pas de la plus grosse manipulation de marché de l'histoire de l'humanité. Quoi qu'il en soit, il n'y a pas eu que des événements totalement absurdes cette semaine. Par exemple, le 10 avril, Trump a également signé le projet de loi visant à abroger la règle de l'IRS portant sur les applications DeFi. Ces dernières ne seront donc pas obligées de pister leurs utilisateurs et transmettre les données collectées ainsi à l'administration américaine, ce qui est une bonne nouvelle pour la finance décentralisée dans son ensemble. Par ailleurs, le même jour, une proposition de loi très intéressante a été déposée à l'Assemblée de l'État de New York. L'idée serait de permettre aux citoyens de New York de payer en crypto les amendes, les pénalités civiles, les loyers, les taxes et plus généralement tous les frais et charges qui sont dus aux agences de leur État. Il pourrait y avoir, pour bénéficier de ce moyen de paiement, des frais supplémentaires qui correspondraient en fait aux frais prélevés par les prestataires de services auxquels l'État de New York aurait recours, mais c'est un petit détail. Ce qui est important, c'est que ce projet de loi représente une étape de plus vers la reconnaissance de la crypto comme véritable système monétaire alternatif plutôt qu'un simple outil spéculatif. Cela dit, ce n'est encore qu'un projet et il ne sera peut-être jamais concrétisé. Alors, en attendant de voir le résultat, parlons de quelque chose de plus concret, c'est-à-dire l'or. Car il ne s'agit pas seulement de l'actif qui a vu son prix augmenter le plus au cours des dernières turbulences sur les marchés, c'est aussi un actif qui a fait énormément de progrès dans la crypto depuis le début de l'année. Sous sa forme jetonisée, le métal préféré des spéculateurs a vu son volume croître exponentiellement depuis les derniers mois. Certains diront que les actifs jetonisés n'ont aucune valeur comparée à un lingot sonnant et trébuchant. Il est parfois difficile de dire le contraire quand on sait à quel point les garanties offertes par certains jetons sont fragiles, au même titre que celles offertes par de nombreux produits financiers basés sur l'or et échangés en bourse. Mais ce mariage de la crypto et de l'or permet au moins de décentraliser tout ça et d'offrir à tous les traders un marché mondial unifié, accessible par n'importe quel utilisateur de crypto. C'est une chose qui peut paraître banale et inutile pour les Européens, mais par exemple pour un citoyen chinois qui n'a pas le droit de sortir de son pays avec de l'or et qui pourrait le voir confisqué du jour au lendemain, l'or jetonisé peut paradoxalement paraître 100 fois plus fiable qu'un lingot d'or dans la poche et 1000 fois plus fiable qu'un titre financier acheté en bourse. Et quant au Bitcoin, que l'on appelle parfois l'or numérique, s'il y a une chose à mentionner cette semaine, ce serait la note rédigée par les analystes d'Alliance Bernstein, une société de gestion d'actifs avec plus de 800 milliards de dollars d'actifs sous gestion. En effet, d'après eux, le fait que le Bitcoin n'ait baissé que de 26% au cours des événements récents indique qu'il y a beaucoup plus de demandes provenant d'investisseurs moins émotionnels. Ce chiffre reste très inférieur aux 50 à 70% de baisse que l'on pouvait observer lors des crises précédentes il y a quelques années. Cette résilience nettement améliorée récemment, qui est même qualifiée d'impressionnante, a poussé les analystes de chez Bernstein à considérer le Bitcoin eux aussi comme une sorte d'or plus liquide et plus volatile, malgré sa performance nettement inférieure à celle de l'or au cours de la semaine. Tout comme Léonidas, le roi de la crypto fait preuve en 2025 d'une résistance héroïque face à la volatilité sur le champ de bataille de la finance. En matière de performance d'ailleurs, sachez que cette semaine, même si le Bitcoin n'a pas vraiment été le grand gagnant sur les marchés, il a battu son record de taux de hachage et franchi pour la première fois le seuil de 1 ZH par seconde, c'est-à-dire 1 trilliard de calculs par seconde. Une somme colossale qui démontre que le réseau lui-même est en pleine forme, peu importe le prix de l'actif. Et tout ça alors que l'identité de son créateur reste encore un mystère malgré les nombreuses tentatives, plus ou moins sérieuses au fil des ans, de découvrir son identité. La dernière en date, c'est celle d'un avocat américain qui vient de déposer à ce sujet une plainte contre les départements de la sécurité intérieure des États-Unis, qui connaîtrait apparemment la réponse à cette question que nous nous sommes tous posée. En effet, en 2019, lors d'une conférence organisée par Offshore Alert, un agent de ce fameux département de la sécurité intérieure avait affirmé publiquement que ses collègues avaient trouvé Satoshi en Californie et l'avaient interrogé. D'après eux, il s'agirait d'un PDG de la Silicon Valley qui avait été aidé par 3 de ses collègues pour créer Bitcoin.
Mais aucune preuve de la réalité de cet entretien n'a été rendue publique et on ne peut même pas savoir si ces agents n'avaient pas simplement été dupés par un petit farceur qui se faisait passer pour Satoshi. Or, en tant que citoyen américain, cet avocat détient le droit de prendre connaissance de certaines informations dont dispose son gouvernement, et pour cela, il suffit d'amener le dossier devant la justice, ce qu'il vient tout juste de faire. Alors si le juge valide sa requête, peut-être que nous apprendrons prochainement qui est vraiment Satoshi. Ou peut-être que nous serons encore déçus par une hypothèse fantaisiste. Enfin, pour en terminer avec les actus de la semaine, ça ne va surprendre personne, mais en Europe, on continue de brandir les épouvantails de l'instabilité et de la perte de souveraineté pour tenter sans succès de discréditer la crypto. Et le vocabulaire utilisé est tellement répétitif que j'ai cru qu'ils avaient juste republié une déclaration du mois dernier. Mais non, c'est d'autres bureaucrates paniqués qui disent exactement la même chose, soi-disant que les monnaies stables pourraient devenir un danger majeur si on met pas en place un cadre légal super strict et qu'il faut que tout le monde utilise l'euro numérique et que l'instabilité des prix de la crypto risque éventuellement d'entraîner tout le système financier dans l'abysse, etc. Alors bon, si une poignée de jetons et quelques variations de prix d'un actif spéculatif peuvent potentiellement détruire le système financier, pour moi la conclusion c'est surtout que le système ne valait pas un clou. Et quant à la question de la souveraineté, si on souhaitait éviter ce problème, il aurait peut-être fallu faire en sorte d'inciter les créateurs de monnaies stables à exercer leur activité en Europe, plutôt que de tout bloquer et de laisser le champ libre aux Américains pendant des années. Bref, je vais essayer d'oublier l'état consternant de ce continent et regarder plutôt mon deuxième écran où se trouve notre canal d'information en temps réel sur Telegram. Vous êtes déjà 13 000 à le suivre et pourtant ça ne représente que 10% de nos abonnés YouTube, alors n'hésitez pas à suivre ce canal aussi si vous aimez avoir les infos plus rapidement. Mais bien sûr, quelle que soit votre préférence, je vous souhaite une bonne fin de week-end, une bonne semaine et j'espère qu'on se reverra dimanche prochain. A bientôt!